on va commencer à voir où on en est, nous, les Français, en termes d'alimentation, et qu'est-ce qu'on consomme, pourquoi, comment. Allez. Alors voilà, le premier point qui est intéressant, c'est de voir que finalement, on a une crise économique qui, on espère, est en train de se terminer, a beaucoup marqué finalement les attentes des consommateurs. On a eu d'abord une très forte baisse de la consommation, on n'avait jamais eu ça, hein. Finalement on arrive à moins 1% de baisse de dépenses en alimentation par habitant, et c'était jamais arrivé depuis l'historique des données de l'INSEE qui date de 1960. Et cette chute, en fait, hein, le fait que les Français aient ajusté en début de crise économique sur ce poste de l'alimentation, a posé question. Pourquoi est-ce que les Français diminuent autant leur alimentation ? Alors il y a un premier facteur qui a été que le début de la crise, ça a commencé par des très fortes hausses de prix, donc ça explique ça. Mais la deuxième explication, c'est qu'on est aussi, depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, dans un contexte hein, où on a changé finalement la relation entre les Français et leur alimentation en intégrant une dimension santé, et sans doute qu'ils ont arbitré en défaveur de l'alimentation pour ces raisons-là. J'ai une question, pardon. Est-ce qu'on note la même chose dans d'autres pays européens, de ce que vous savez ? Est-ce qu'il y a exactement ce point sur des pays comme l'Allemagne, par exemple, ou l'Angleterre, pour prendre Non, parce qu'en fait, les répercussions des prix, en fait, elles n'ont pas été les mêmes partout. C'est vrai qu'en France, il y a eu, alors c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, on se plaint d'une déflation, il y a eu une forte augmentation des prix de l'alimentation, à la fois au passage à l'euro en France, hein, les industriels l'ont beaucoup augmenté, et là il y a eu une très forte augmentation des prix qui a été répercutée directement au prix du consommateur, beaucoup plus forte que dans d'autres pays. Et c'est pour ça qu'il y a une loi qui aujourd'hui fait que, au contraire, on a une déflation plus forte qu'ailleurs, mais c'est vraiment quelque chose qui a été beaucoup plus fort, parce que c'est vrai que quand il y a une crise économique, la première chose que font les gens, c'est pas de réduire ce qu'ils mangent, parce que c'est quand même un bien de base. Ils commencent par diminuer tout ce qui est achat d'investissement, de biens durables, automobiles, etc. Mais en France, on a vraiment eu ce phénomène. D'accord. Et ce qui est assez marquant, en fait, hein, c'est qu'on a vraiment eu juste avant la crise et puis juste au début de la crise, vraiment un arbitrage en défaveur de l'alimentation qu'on voit ici avec une courbe qui est assez classique, hein, qui est l'évolution du poids des dépenses de l'alimentation dans le total des dépenses. Bon, ça, c'est un graphique qui est le même dans tous les pays, hein, ça diminue structurellement, mais on a vraiment eu, avant les années 2000, un palier, c'est-à-dire que les Français ont vraiment plutôt consacré de l'argent à l'alimentation, et puis ça a beaucoup diminué entre 2000 et 2009, parce qu'on a un peu changé la mentalité des consommateurs, leur relation à l'alimentation. En France, on est un pays de tradition qui accorde beaucoup d'importance à l'alimentation, et donc finalement, l'alimentation, c'était quelque chose qu'on valorise. On a un poids, un coefficient budgétaire plus élevé qu'ailleurs, et on a eu des crises sanitaires qui vont finalement changer parce que les Français ont pris conscience que manger, ça avait un impact sur sa santé. Et donc on a eu toute cette période où, parce que finalement on a mis dans la tête des Français que c'était pas un plaisir, qu'il fallait calculer ses calories, faire attention à toutes les maladies cardiovasculaires, eh bien les Français ont beaucoup diminué leurs dépenses en alimentation. Et puis à la fin de la crise, ce qu'on a vu, c'est l'inverse. Et ça a beaucoup étonné, parce que c'est la première fois de toute l'histoire, là ça date de 1960, les séries, qu'on voit tout d'un coup réaugmenter les hausses de dépenses alimentaires. Et ça, c'est vraiment un phénomène qui peut s'expliquer pour les économistes par un appauvrissement. Hein, c'est parce que finalement le pouvoir d'achat a tellement baissé que finalement l'alimentation pèse plus, soit parce qu'on réenchante l'alimentation. Et c'est plutôt cette explication-là que je vais développer là, c'est qu'on a finalement, avec la crise, un peu changé le discours sur c'est important de faire attention à ce que vous avez dans votre assiette, manger ni trop gras, ni trop salé, ni trop sucré. On a inversé un peu le discours politique, hein, puisqu'on a mis en avant ce qu'on a appelé le plan national de l'alimentation, on a mis le modèle français au patrimoine de l'UNESCO, et on a valorisé le modèle alimentaire. Et donc on a tout d'un coup, au moment où la crise a été la plus forte pour la consommation en 2012, hein, on a une baisse de 2% des dépenses de consommation en France, et les Français ont eu une croissance de leurs dépenses en alimentation, donc c'était l'inverse par rapport à tout le reste de la consommation. Donc ça, c'est le constat économique sur
la relation des Français avec leurs dépenses alimentaires. Si on essaye de voir ce dont je vous parle, du changement entre la perception de l'alimentation d'il y a une trentaine d'années, une vingtaine d'années par rapport à aujourd'hui, eh bien on voit qu'il y a vraiment une influence d'une crise très très forte qui a été la crise de la vache folle en 1996. Si je fais la liste de tous les événements qui ont été médiatisés, avant cette crise-là, on avait des petits événements. C'était des événements qui touchaient un produit, le Perrier, des bouteilles de Perrier. On a quand même eu les veaux aux hormones dans les années 90, mais rien qui était repris par les médias. Ce qu'il faut voir, c'est quand on regarde le nombre de reprises presse dans les médias avant 90, on ne parlait jamais de l'alimentation comme un problème de société, comme un fait de société. On ne parlait que de la gastronomie, des étoilés, mais pas de cette alimentation. Depuis 1996, eh bien, l'alimentation, ça fait la une des documentaires, des journaux, parce qu'on a rendu ce sujet, on l'a déplacé vers la prévention santé. Voilà, on pouvait mourir en mangeant un produit, et c'était ces incidents qu'on a vus sur la vache folle. Ce qu'on a vu à ce moment-là, c'est tout d'un coup les Français qui étaient très sereins sur leur façon de manger. En fait, on mangeait en transmettant ce qu'on avait vu chez soi, en fait, on faisait comme faisait sa mère, on faisait comme faisaient ses parents. Et bien là, on a rationalisé l'acte alimentaire et finalement, on est devenu très inquiet. Aujourd'hui, et parce qu'il y a eu de nouveau une crise forte, qui est celle de la fraude à la viande de cheval, eh bien, c'est devenu le deuxième risque en termes de santé. Le premier risque, c'est qu'on a avant tout peur d'un accident de la route. La deuxième chose, on a peur de ce qu'on mange. Ensuite, on a peur de la pollution et ensuite, on a peur d'un accident nucléaire. L'alimentation n'était qu'un cinquième risque avant. Donc, on a vraiment fait monter la peur par rapport à ce qu'on mange, parce qu'il y a eu ces événements. Et les Français, finalement, ont petit à petit un peu changé leurs habitudes. Ils font attention à ce qu'ils consomment. Alors, pas tout le monde, ça concerne surtout les catégories les plus éduquées, celles qui entendent le mieux ces messages-là. Eh bien, ils vont faire évoluer leurs attentes. Et depuis le début des années 2010, on voit très fortement ancrer cette recherche de produits équilibrés, variés et surtout qui aient des apports en termes nutritionnels qui correspondent aux codes qui sont aujourd'hui diffusés partout, par tout un tas d'acteurs. Donc derrière toutes ces évolutions avec ces crises sanitaires qui ont beaucoup marqué, on a eu donc un premier mouvement qui a eu lieu entre 1996 et 2007 où les Français se sont mis, alors surtout les plus aisés, à acheter des produits qui étaient bons, qui étaient riches en vitamines. On voit là dans ce graphique-là qu'à la question « qu'est-ce qui est important pour vous quand vous vous alimentez ?» Eh bien, on va avoir en troisième position, eh bien, c'est que ça apporte des vitamines et puis on va avoir évidemment perdre du poids ou donner de l'énergie. Donc ces notions de nutrition qui sont devenues très très présentes. Et puis à partir de 2007, et là on voit vraiment le mouvement sur l'item produits naturels, c'est que les Français se sont dit finalement ça peut être dangereux ce que je mange, je peux faire des choses, acheter des produits plus chers parce qu'ils sont enrichis ou bien ils sont légers dans tels nutriments, ou je peux me forcer à manger des fruits et légumes. Mais comme il y a une crise, il y a d'autres problèmes économiques et donc peut-être que le mieux, c'est que je revienne vers la nature. Alors ça c'est quelque chose qui est très ancré en France et qui là a ressurgi de façon importante, c'est que tout ce qui est chimique, j'en veux pas, tout ce qui est manipulation génétique, j'en veux pas du tout par rapport aux autres pays européens. On est très enclin à ne surtout éviter ce qui va être pesticide beaucoup plus que les autres, ce qui va être polluant, ce qui va être hormones. Et donc là, on voit arriver entre 2007 et 2010, ça monte à 21% de Français qui vous disent ce qui est important quand je mange, c'est de manger des produits naturels. Et ça, c'est quelque chose qui est très ancré. Évidemment, les industriels ont accompagné ce mouvement, donc on voit partout sans ajout d'œufs et on compte les ingrédients. Il faut surtout que le produit qui est consommé il contienne le moins de produits à l'intérieur. Et finalement, c'est je vais faire moi-même. Et là, on a vraiment eu un courant qui a démarré un peu avant la crise, qui était « je fais mon pain ». Donc il y a eu les machines à pain, chacun fait ce qu'il veut, fait ce qu'il mange, parce que comme ça, je contrôle. La première raison, c'était « je me mets à faire de la cuisine ».
Comme ça, je regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, comme le pain, c'est le premier produit consommé, en fait, en termes de volume, ça reste encore le premier produit dans ce que les gens mangent. Je vais maîtriser ce que je fais, comme ça, je serai moins inquiet. Et en même temps, il y a le mouvement de je me réalise parce que je fais la cuisine moi-même. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est né au début de la crise, après tout ce mouvement du santé qui est monté. Dans ce qui ensuite s'est passé entre le début de la crise et aujourd'hui, entre 2007 et 2015, eh bien, on voit que cet aspect-là du naturel, du je fabrique moi-même, est vraiment une valeur qui est associée à l'aliment de qualité. On pose une question ouverte, qui est si je vous dis aliment de qualité, quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit? En 2007, les premiers mots, c'était le goût et le prix. La fraîcheur, donc c'était les 5 sens. Je veux des produits qui soient frais, des produits qui soient bons au goût, mais qui aient aussi une bonne odeur. Donc on a vraiment ces sens qui sont associés à un aliment de qualité. L'aspect, l'esthétisme qui était monté dans la consommation de façon globale. Et puis au cours de cette crise, on voit que ce qui est valorisé, c'est moins le goût, et c'est beaucoup plus le produit. C'est-à-dire qu'on veut des produits bruts, donc qui viennent de la nature, donc qui sont naturels. Donc on va vous dire qu'on veut des produits bio, parce qu'évidemment, dans le fantasme de la qualité, le produit issu de l'agriculture biologique a toutes les vertus. Il est plus naturel, il est évidemment meilleur pour la santé, etc. On associe toutes ces valeurs-là. Et donc les mots les plus forts, après le bio, c'est des produits bruts, des légumes, de la viande, des produits frais, et le local. Et donc ça, c'est une autre dimension qui s'est développée dans la crise, qui existait dans les crises précédentes. C'est important de savoir que d'acheter français, acheter local, c'est des choses qui montent à chaque fois qu'il y a une crise, qu'il y a du chômage, et il y a un repli sur soi, on veut défendre l'emploi sur le territoire. Autre question, le bio, on est plutôt dans le végétal. Quels ont été les impacts directs vache folle plus viande de cheval, ça fait beaucoup de viande. Est-ce qu'il y a chez les Français une défiance particulière sur la viande et est-ce que ça s'est vu dans les courbes de consommation à un moment ou à un autre? Alors, la consommation de viande, de produits, ce qu'on appelle les produits carnés, c'est un peu plus large, baisse de toute façon depuis le début des années 80. Il y a une baisse qui est liée au fait que depuis le début des années 80, on dit que nutritionnellement, c'est pas bon de manger trop de viande. Donc la baisse est très forte et c'est vrai que là, au moment où l'économie redémarre, 2014, on a quand même eu un pouvoir d'achat qui a réaugmenté, l'alimentation qui augmente, eh bien la consommation de viande continue de chuter, mais de façon très très forte. On a des volumes qui baissent beaucoup. Toutes les viandes de la même manière? Toutes les viandes, ce qu'on appelle le boucherie, toutes les viandes rouges diminuent, alors bœuf, agneau, etc. Ce qui, au contraire, est stable, voire a pu même augmenter, c'est la viande de volaille. Alors ça, on l'explique aussi en termes d'imaginaire. Les viandes blanches, c'est un imaginaire positif par rapport à la viande rouge, le sang, etc., la violence. Donc les viandes rouges ont toujours des baisses de marché beaucoup plus fortes dès qu'il y a une crise, en fait. Et donc la crise de la vache folle a vraiment fait baisser les volumes. Donc c'est des marchés qui, de toute façon, étaient en baisse. Mais pour moi, la baisse, elle est d'autant plus forte en ce moment, c'est que sur les viandes rouges, en tous les cas, c'est que les prix ont augmenté beaucoup en 2008-2009 et continuent d'augmenter. C'est-à-dire qu'on a vraiment ce décalage en relatif par rapport aux autres produits où il n'y a pas de déflation, alors que sur tous les autres produits, il y a une déflation. Et puis, il y a cette montée, et ça date vraiment du début de la crise économique, du cuisiner, de la cuisine. Il y a un mouvement qui a gagné en fait les femmes trentenaires. On le voit ici, on pose une question, qu'est-ce que ça veut dire pour vous bien manger ? On suit cette question depuis 88 et puis on avait des catégories qui ont toujours existé, des gens qui vous disent des plats, des exemples, le plaisir de consommer. On a une partie qui va être très nutrition, très santé. Et puis on a l'arrivée d'une catégorie, c'est qu'est-ce que c'est que bien manger ? Ça n'existait pas auparavant. Eh bien c'est ce que je fais moi-même, ce que je cuisine, les plats que je prépare. Donc il y a cet engouement pour le cuisiner maison qui est venu d'une génération de trentenaires, de catégories assez aisées, qui avaient perdu le savoir-faire culinaire parce que la génération de leur mère, la génération mai 68, a refusé de faire la cuisine parce que c'était une corvée et n'ont pas transmis le savoir-faire culinaire. Donc cette génération de trentenaires a voulu réapprendre et pour se réaliser. Donc les générations des hommes de cette génération vont
faire aussi la cuisine. Donc c'est devenu finalement une réalisation de soi, comme l'était le bricolage, la décoration, le jardinage qui était monté dans le temps. Eh bien aujourd'hui, on va faire de la cuisine pour recevoir, c'est plus dans le loisir. Et on voit finalement, à la fois pour se rassurer, parce qu'on est inquiet de ce qu'on mange, du contenu, surtout de ce qui est industriel, et donc on préfère faire soi-même, et en même temps, eh bien, on essaye tout un tas de recettes soi-même. Et voilà, on a la montée des émissions de télé, on a la montée des livres de cuisine. C'est ce que j'allais dire, il y a quand même un phénomène incroyable de Top Chef et de toutes ces émissions. On a récemment, nous, fait une analyse comme ça, média assez poussée du devenir de ces émissions en 2015, quand on a vu arriver les programmations 15-16, en se disant il va y avoir une chute. Parce qu'au bout d'un moment, à la 12e édition de Top Chef, les gens vont se lasser. Ben, pas du tout. En fait, il y a de plus en plus d'émissions. Même si MasterChef tombe un peu, en réalité, elle se diversifie de plus en plus. Et on note quand même une augmentation à peu près constante des médias sur ces sujets-là. Alors, à l'origine, c'était quand même né d'une attente, d'une demande. Oui, c'est sûr, important. Oui. Donc, il y a eu ensuite les émissions. Il y a des émissions qui viennent des États-Unis, qui font du spectacle plus que d'apprendre aux gens à faire la cuisine. C'est certain qu'il y a cet engouement qui dure aussi parce qu'il y a eu une crise. Parce que faire la cuisine soi-même, ça permet aussi d'économiser. Donc, on a vraiment vu des marchés. Les gens font leur pâtisserie eux-mêmes, sur la galette des rois, etc. Parce que ça permet de gagner un peu d'argent. Est-ce qu'on note dans ces études une différence assez nette entre les urbains et les ruraux? Alors, parce que là, décrit comme ça paraît assez bobo. Hein. Je fais ma cuisine, mon marché, et je fais ma galette des rois. Est-ce qu'à Saint-Flour, on fait sa galette des rois? Alors, en fait, nous, on mesure ça sur la proximité au monde rural. Et en fait, la proximité au monde rural, elle est plus forte à Paris. Hein. Ce qu'il faut bien voir, c'est que si je prends juste géographique, rural, urbain, je ne vois pas beaucoup de différence. Mais par contre, quand je regarde les gens qui ont une proximité au monde rural, c'est-à-dire que soit ils ont de la famille qui est encore agriculteur, qu'ils ont un grand-parent qui a été agriculteur, ou qui ont vécu jeunes dans les milieux ruraux, ce sont ces gens-là qui correspondent le plus au mouvement que vous citez, Bobo, c'est-à-dire qui va faire la cuisine, qui va rester dans le modèle traditionnel français, qui va acheter du bio. C'est vraiment ceux-là qui ont des peurs des pesticides, qui ont des peurs du chimique. Et c'est pour ça que ça s'associe aux bobos. Et donc c'est vraiment ceux-là, mais c'est pas, ils peuvent vivre en milieu urbain, et c'est vraiment ceux-là qui font la cuisine et chez qui on retrouve ce retour de la cuisine. Donc ce qui bouge le plus, et en synthèse, on le voit dans nos enquêtes, ces enquêtes que l'on fait, on les fait depuis une vingtaine d'années, on regarde bien le contenu des assiettes puisqu'on fait des carnets de consommation alimentaire. Et donc ce qui va changer le plus, c'est le contenu avec de moins en moins de produits bruts, donc ce qui baisse beaucoup, c'est la viande. Si la consommation de viande rouge diminue en France, c'est parce que les plus jeunes en consomment beaucoup moins que les générations les plus âgées. Les fruits, c'est pareil. Les légumes, c'est pareil. Et à l'inverse, on va consommer des produits, du soda, des pizzas et des quiches. Les autres choses qui changent, c'est le fait qu'on va voir se créer des nouvelles occasions. Il y a une occasion qui est nouvelle. Et on a considéré que c'était parce que finalement ça a commencé par les jeunes mères d'ailleurs qui accompagnaient leurs enfants, c'est le goûter. C'est-à-dire qu'on se rend compte que les jeunes adultes, ils simplifient le déjeuner, ils ont supprimé le dessert et par contre, on le voit dans les entreprises, ils prennent un goûter à plusieurs. Et ce qu'il y a d'amusant en France, c'est que toutes les occasions que l'on crée, on garde un cadre à plusieurs, on partage. Et donc le goûter se fait toujours au même moment aussi, c'est toujours à 16 heures, quelqu'un qui en prend un, le lendemain il le prend à la même heure, et en même temps il n'est pas constitué que d'un seul aliment. Contrairement à une idée reçue, ce n'est pas une barre chocolatée, c'est souvent une boisson plus un produit, et en moyenne c'est 3 produits. Donc on aime bien, on a cette notion du repas qui est importante. Donc on voit cette occasion-là qui gagne les jeunes adultes, et c'est générationnel. On voit arriver ce qu'on a appelé les plateaux repas, la génération plateau repas, parce qu'en effet, je regarde chez les plus de 60 ans, dans nos enquêtes qu'on a depuis 20 ans, il y en a 0% qui ont déjà mangé ailleurs qu'à table, alors que chez les jeunes, ça augmente à chaque fois. On va avoir un mouvement qui est plus récent, qui est celui de ce que je vous ai dit de la cuisine, et puis on va avoir une augmentation, et ça c'est générationnel, du fait
de faire l'aliment-service à l'extrême, c'est-à-dire de manger ailleurs que chez soi, et donc de manger soit au restaurant, soit se faire livrer à domicile. Et dans la dernière enquête, on a vu augmenter ça. Puis par contre, ce qui disparaît dans le modèle alimentaire français ou qui diminue, c'est le petit déjeuner. Donc ça, c'est moins ritualisé. Autant le dîner, on continue à avoir tout le monde qui mange la même chose, qui mange pareil, on s'attend dans la famille. On a des enfants en France qui dînent un peu plus tard qu'ailleurs parce qu'on attend le dernier parent pour manger ensemble. Par contre, le petit déjeuner qui était ritualisé, où on mangeait ensemble en famille, eh bien, ça a disparu. C'est-à-dire que dans les nouveaux couples, dans les jeunes couples, chacun fait ce qu'il veut, chacun a ses horaires et chacun prend à manger. Donc on mange de plus en plus seul au petit déjeuner, il y a plus de télévision et on saute de plus en plus le petit déjeuner. Enfin, ce qui va bouger, c'est qu'on a depuis tout le temps une diminution des durées des repas. Ça, c'est vraiment quelque chose et ça va avec la simplification, c'est-à-dire qu'il y a moins de composantes, des repas qui sont plus concentrés, donc plus énergétiques. Et puis, on a vu aussi l'arrivée dans les tâches, notamment de cuisine, des jeunes générations d'hommes qui se mettent à faire la cuisine comme le faisaient les femmes. Et on a un partage aujourd'hui chez les trentenaires où on a les hommes dans cette génération-là font autant la cuisine que les femmes. Voilà, juste pour conclure, une façon de regarder quelles sont les attentes d'aujourd'hui. On a regardé les innovations 2015, que ce soit les nouvelles formes de circuits de distribution, mais aussi les nouveaux produits qui ont été lancés sur 2014 et 2015. On a fait ça avec des étudiants. Et alors, ce qui aujourd'hui marque, mais ça tout le monde le sait, c'est le nombre d'innovations, mais énorme, sur tout ce qui est objet connecté. Donc, il y a un service qui vous permet, même si ce n'est pas forcément très très courant aujourd'hui, où vous pouvez scanner tout ce qui vous manque dans votre frigidaire. Donc, on en parle beaucoup, les réfrigérateurs connectés. Donc ça, c'est là qu'il y a le plus d'innovation. La deuxième chose en alimentation, c'est le fait qu'il y a une personnalisation. Donc ça, c'est le fait que vous personnalisez votre produit. Donc les marques l'ont fait en mettant les prénoms sur des packagings. Monoprix le fait aussi. On met soit un message qui est véhiculé sur un packaging, soit les prénoms des individus. Il y a une autre chose qui fonctionne beaucoup, toujours autour du digital, qui sont les communautés. Donc là, ce que je vous montre, c'est un exemple qui s'appelle Buff Lovers, par rapport à cette baisse de la consommation de viande qui inquiète quand même tous les acteurs de la profession de la viande. Eh bien, ils ont créé une communauté, comme c'était vraiment le principe de Mythique, où on va sur ce site et on échange avec des gens qui sont comme vous et qui aiment manger de la viande. Les autres innovations qui ont été marquantes, et on l'a vu notamment autour des fruits moches. Donc ça a été fait par plusieurs distributeurs. Il y en a un qui l'a lancé, les autres ont suivi, où ils ont fait un événement autour de « on vend moins cher un produit qui n'a pas une jolie tête, mais qui est là plutôt que d'avoir du gaspillage, eh bien, vous pouvez les consommer aussi ». Et enfin, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a un phénomène qui touche tous les pays d'Europe et sur lesquels on a très très peu de choses. On appelle ça aujourd'hui la silver economy. C'est qu'il n'y a aucune innovation qui va accompagner les plus âgés. Et pourtant, sur le domaine de l'alimentation, il y a des choses qui peuvent être faites, notamment pour combler en fait, à la fois la perte de goût, à la fois le fait qu'on ne mange pas assez, etc. Voilà globalement tout ce qu'on peut dire sur ces consommateurs. Est-ce que vous travaillez aussi sur les aliments complémentaires, c'est-à-dire le lien qu'on fait entre des aliments qui ne sont pas forcément dans un supermarché, mais qui vont être vendus, parce qu'il y a toute cette zone lisière entre le supermarché, la pharmacie. Est-ce qu'on constate que là, il peut y avoir des glissements en termes de distribution? Alors ça, on a travaillé, alors nous, on a appelé ça les aliments santé. Donc on a beaucoup travaillé sur ça entre 2000 et 2010. Parce qu'en effet, il y avait un engouement. Donc c'était ce mouvement de attention, on prend conscience que ce qu'on mange a une influence sur sa santé. Donc une arrivée de produits énormes, des probiotiques, des aliments enrichis, des aliments légers. Et on s'est rendu compte qu'il y a une réticence plus forte en France qu'ailleurs sur les compléments alimentaires. C'est-à-dire qu'on a comparé tout ce qui avait été fait en termes de revues scientifiques sur ces compléments alimentaires. Donc on voit qu'on a interrogé les médecins, on a interrogé les consommateurs. On voit qu'il y a d'abord un dénigrement en fait, de tout ce qui est trop proche du médicament, en considérant que non, en France, on a une alimentation qui est basée sur une alimentation variée et qui fait que normalement, on n'a pas besoin d'avoir des choses en plus.
Et du coup, c'est un secteur qui faisait que de la croissance jusqu'en 2007 et qui a baissé avec la crise, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement de débats, mais on avait eu ça en 93 où c'était pareil, le light, c'était pas bien, que dès qu'il y a une crise économique, on critique un peu ces systèmes qui sortent un peu du cadre traditionnel, en fait.